Bonjour à tous, bienvenue de plus pour notre deuxième session sur le processus d'identification des KBA, qui sont les zones clés pour la biodiversité au niveau mondial. Alors, lors de la première présentation, nous avons parlé de ce qu'est les KBA, pourquoi elles sont importantes dans le monde, comment les données des KBA sont utilisées par le gouvernement, les donateurs, les acteurs du secteur privé et aussi dans le processus de la mise en œuvre de l'objectif 30-30 de Kunming-Montréal pour la biodiversité. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler tout simplement du standard KBA et nous allons aussi parler du rôle du groupe national de coordination KBA. Est-ce qu'il ne va pas? Alors, notre session d'aujourd'hui on va porter sur le point suivant. Un rappel sur les KBA. Nous allons présenter les standards KBA et ses principaux critères. Nous allons parler du groupe national de coordination KBA. Quel est le rôle, les objectifs? Et M. Ménard aussi va nous partager son expérience en tant que membre du groupe national de coordination des KBA au niveau de la RDC et quelles sont les prochaines étapes dans le processus de la réévaluation des zones clés pour la biodiversité au niveau du Cameroun. Les zones clés pour la biodiversité sont des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité au niveau mondial. Ces sites sont identifiés en utilisant des critères qui sont saisis pour les éléments de la biodiversité au niveau génétique, au niveau des espèces et aussi au niveau des écosystèmes. Les critères KBA sont applicables au système marin, d'eau douce, au système terrestre et aussi au système souterrain. Alors, nous allons parler principalement du standard mondial pour l'identification des zones clés pour la biodiversité. Comment ce standard a vu le jour et pourquoi il est important dans le processus d'identification et aussi de la réévaluation des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité au niveau mondial. Bien avant, déjà dans les années, il y avait plusieurs approches pour identifier les sites importants pour la biodiversité. Et ces approches-là étaient soit faites pour une seule espèce, soit pour un groupe taxonomique spécifique. Nous allons parler, par exemple, de 12 000 zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité qui a été identifiée par BirdLife en 2014. Nous avons en fait une autre approche qui, pour l'Alliance pour l'extinction zéro, les sites ASE. Nous avons aussi une autre approche qui identifie tout spécifiquement en fait les champignons, qu'on appelle les zones importantes pour les champignons. Et il y a encore une autre approche ou un autre groupe de travail qui travaille spécifiquement sur les zones importantes pour les plantes. Alors, toutes ces approches différentes portaient un peu de confusion pour les décideurs dans le domaine de la conservation. C'est ainsi que lors du Congrès mondial de l'ICN à Bangkok, à Thaïlande, en 2004, le membre de l'ICN déjà appelait à la mise en œuvre d'un processus consultatif, d'une méthodologie qui permettrait au pays d'identifier les sites importants pour la biodiversité. En appel à cette résolution, la Commission de la sauvegarde des espèces et la Commission mondiale des aires protégées ont créé un groupe conjoint de travail sur la biodiversité et sur les aires protégées. Ce groupe de travail comprenait en fait le membre de l'ICN et du secrétariat de l'ICN, les différentes organisations de la conservation, le gouvernement, les universités, les donateurs et les acteurs du secteur privé, afin de définir
les critères et une méthodologie scientifique qui permettrait à l'identification des zones clés pour la biodiversité des KBA, qui sont des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité au niveau mondial. Les résultats de ces travaux sont résumés dans ce que nous appelons les standards KBA, qui comprend 11 critères et subdivisés dans 5 catégories. Les standards KBA renferment des définitions, des critères d'essai quantitatifs et aussi une procédure de délimitation afin que l'identification des KBA soit faite d'une manière qui soit objective, reproductible et aussi transparente. C'est de cette manière-là qu'a vu le jour les standards mondiaux pour l'identification des KBA qui incluent tous les éléments de la biodiversité et tous les taxons de la biodiversité. Alors, nous avons ce que nous appelons le partenariat KBA. C'est 13 organisations de la conservation et aussi les organisations donatrices qui se sont engagées à identifier, à cartographier, à faire les suivis, mais aussi la conservation de ces sites-là à travers le monde. Ce partenariat est géré par BirdLife International, qui dirige le processus d'identification des KBA à travers le monde avec le secrétariat des KBA. Alors, les KBA ou les zones clés pour la biodiversité sont des sites qui comportent une biodiversité unique à travers le monde. Et ces sites-là, comme nous l'avons bien dit, sont identifiés avec les critères, avec l'essai quantitatif au niveau mondial. Mais quels sont ces critères-là qu'on utilise pour qu'un site soit déclaré ou pour qu'un site soit nommé KBA? Les critères KBA sont faits pour saisir tous les éléments de la biodiversité au niveau génétique, au niveau des espèces, mais aussi au niveau des écosystèmes. Ensemble, ces critères-là visent à saisir de quelle manière ou de quelle approche un site peut être important pour la conservation de la biodiversité au niveau mondial. Nous avons 11 critères qui sont subdivisés en 5 catégories. Alors, les critères A, c'est d'abord la biodiversité qui est menacée au niveau mondial. Le critère B, c'est la biodiversité qui est géographiquement restreinte. Les critères C, c'est l'intégrité écologique. Les critères D, c'est le processus biologique. Et enfin, les critères E, c'est le processus d'irremplaçabilité avec une analyse quantitative. Les critères A identifient les sites qui contribuent de manière significative à la biodiversité menacée. Nous avons les critères A1 pour les espèces qui sont menacées, et cela comprend les espèces qui sont vulnérables, les espèces vulnérables, les espèces en danger et aussi les espèces en danger critique selon la liste rouge de l'ICN. Et nous avons les critères AD qui identifient tout type d'écosystème qui soit menacé au niveau global, et c'est là les écosystèmes vulnérables, les écosystèmes en danger et aussi les écosystèmes en danger critique, toujours selon la liste rouge des écosystèmes de l'ICN. Les critères B identifient la biodiversité qui est géographiquement restreinte. Et les critères B1, ce sont les espèces qui sont individuelles, géographiquement restreintes. Les critères BD identifient les espèces concomitantes géographiquement restreintes. Et les critères B3 identifient les assemblages géographiques qui sont géographiquement restreints. Et le critère B4 identifie les types d'écosystèmes géographiquement restreints à travers le monde. Les critères C identifient des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité au niveau mondial, des communautés écologiques intactes avec l'appui du processus écologique à l'échelle mondiale. Ce sont des sites qui n'ont jamais subi de modifications.
Nous avons le processus, le D4, c'est pour le processus biologique. Le critère 2.1 identifie les agrégations démographiques. Le critère DD, c'est le refuge écologique. Et quand on parle des refuges écologiques, on voit dans les processus de la vie d'une espèce, soit lors de la reproduction, lors de la période des nids, et aussi les critères 2.3, c'est pour les sources de recrutement. Nous avons les critères E qui identifient les sites qui présentent une irremplaçabilité très élevée pour la biodiversité au niveau mondial. Alors, tous les sites, pour qu'un site soit déclaré comme KBA, il doit au moins répondre à un des 11 critères qui sont définis dans les standards KBA, que ce soit pour une espèce ou que ce soit pour les écosystèmes. Les sites doivent être évalués sur base des critères KBA, et c'est là pour des groupes taxonomiques et aussi pour tout type d'écosystème possible à travers le monde pour que ces sites-là soient validés ou nominés dans la base des données mondiales des KBA. Alors, nous avons compris que les standards KBA renferment des définitions spécifiques pour une analyse ou l'interprétation pour une analyse des informations et des données pour les sites KBA. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations dans l'identification des KBA dans un endroit, on a besoin d'une bonne compréhension des définitions, que les sites puissent remplir les critères requis et aussi les seuils quantitatifs pour chaque espèce. Alors, une évaluation nationale ou une réévaluation des sites importants, des KBA au niveau d'un pays, demande d'abord l'utilisation de plusieurs critères et de plusieurs taxons pour chaque site. Et cela demande la contribution de plusieurs parties prenantes au niveau national. Cela demande aussi une expertise de plusieurs personnes dans les différents domaines de la conservation. Et pour que ce travail-là soit bien fait, pour que l'identification des KBA arrive à son terme, nous avons besoin d'une expertise nationale et aussi la transparence dans le processus d'identification des zones clés pour la biodiversité. Sur ces tableaux, c'est le processus d'identification des zones clés pour la biodiversité. Nous avons les étapes, nous avons les acteurs qui sont impliqués et aussi les activités à chaque étape. Premièrement, nous avons les cadrages. Dans l'étape du cadrage, nous avons seulement besoin du groupe national de coordination ou d'autres personnes indépendantes qui proposent les KBA. Et les activités requises, c'est tout simplement la compilation des données des différentes espèces et des différents écosystèmes potentiels qui peuvent déclencher les critères KBA. Après avoir réuni cette base de données et après avoir formé le groupe national de coordination, on passe à l'étape 2 qui est la proposition des KBA. Et la proposition est faite soit par le groupe national de coordination d'un pays ou les proposants indépendants qui sont en fait des personnes qui possèdent les données sur une espèce, sur un site ou sur un type d'écosystème particulier. Les activités au niveau de la proposition, c'est d'abord l'application des critères des seuils quantitatifs du standard KBA. On a aussi besoin de la consultation de parties prenantes, le gouvernement, les différentes organisations de la conservation, les membres du secteur privé, le peuple autochtone et aussi les membres des différentes communautés qui vivent autour de ces sites-là.
Comme autre activité, il y a aussi le processus de la délimitation des sites. Et enfin, il y a la soumission de la proposition dans la base de données mondiale des zones clés pour la biodiversité. Après, on passe à l'étape 3 qui est la révision de la proposition qui est faite par le point focal régional qui doit vérifier si les critères sont bien requis. Monsieur Harris, si vous pouvez couper votre micro. Je disais, au niveau du point focal régional, il va vérifier la proposition, si les critères sont requises, si la délimitation est adéquate, si les espèces ou les informations, les données dans la proposition concernant les espèces sont adéquates. Et c'est là, lorsqu'il termine, il envoie la proposition à d'autres reviewers externes pour faire leurs commentaires parce qu'ils ont des informations sur les sites, sur l'espèce ou sur les types d'écosystèmes. Une fois cela est fini, à partir du point focal régional, il va envoyer la proposition à la nomination qui est faite par le groupe national de coordination, soit par le proposant KBA. Et lors de la nomination, on doit revoir la proposition pour vérifier si toutes les informations sont requises, si les critères et les seuils sont bien adéquats. Et enfin, il y aura une soumission finale pour la dernière étape qui est la confirmation et généralement faite par le secrétariat des KBA qui va faire une révision finale de tous les critères, de toutes les informations contenues dans la proposition et ainsi les sites peuvent être validés ou nominés pour la prochaine publication dans la base de données mondiale des KBA. Donc, voici un peu le chemin du début jusqu'à la fin pour la réévaluation ou l'évaluation d'un site KBA. Alors, nous avons compris que l'identification des KBA demande en fait une bonne compréhension du standard KBA, un engagement du groupe national de coordination, une expertise de plusieurs personnes, de plusieurs parties prenantes de différents domaines et aussi un processus à long terme pour la conservation de ces sites-là. Alors, la question qu'on peut se poser est maintenant, qui sont les personnes ou qui interviennent ou qui coordonnent ces activités-là au niveau national? C'est là où vient maintenant, entre en jeu le rôle du groupe national de coordination KBA. Alors, un groupe national de coordination KBA, c'est d'abord l'ensemble de plusieurs parties prenantes dans l'identification des KBA dans un pays. Et aussi, les mécanismes, c'est pour l'identification, la cartographie, le suivi et aussi la conservation de ces sites-là qui sont importants pour la conservation. L'objectif principal du groupe national de coordination, c'est tout simplement la coordination nationale du processus de l'évaluation des KBA. Pourquoi le groupe national de coordination des KBA est important pour un pays? Premièrement, c'est d'abord un travail qui est fait au niveau national et aussi la reconnaissance du programme KBA. La deuxième chose, c'est pour lier ou mettre en contact les différentes institutions, par exemple la législation nationale, le membre du gouvernement et aussi la planification de la conservation au niveau d'un pays. Le troisième point, c'est au niveau de la participation de plusieurs parties prenantes, les membres du gouvernement, les organisations de la conservation, les acteurs du secteur privé et aussi, l'un des objectifs, c'est aussi la promotion de la biodiversité d'un pays au niveau national et aussi au niveau international. Alors, pour qu'il y ait
un succès dans ce processus-là, premièrement, il faut d'abord la participation de plusieurs parties prenantes au niveau national et aussi l'application des critères scientifiques rigoureuses dans le processus d'identification des zones clés pour la biodiversité, mais aussi l'inclusivité. Et en fait, il y a l'adaptabilité dans chaque pays parce que chaque pays présente ses contextes et ses propres réalités. Alors, qui peut être membre du groupe national de coordination? Premièrement, nous avons le membre du gouvernement, le ministère de l'Environnement, de la conservation de la nature, les gens qui travaillent au niveau des musées, et aussi les gens qui travaillent dans le domaine académique et aussi les institutions de recherche. Nous avons le groupe, les ONGD nationales ou internationales de la conservation qui peuvent être membres du groupe national de coordination. Nous avons aussi besoin de peuples autochtones et les communautés locales vivant autour de ces sites importants pour la conservation de la biodiversité et qui peuvent aussi être membres du groupe national de coordination et aussi les différents acteurs du secteur privé qui possèdent les données pour influencer la conservation de la biodiversité dans un pays. Le groupe national de coordination est généralement constitué de 10 à 20 personnes. Et il y a aussi l'option d'avoir les différents groupes de travail selon chaque pays. Alors, ce groupe national de coordination, c'est lui qui va définir le terme de référence qui sera la boussole dans le processus d'identification des KBA dans un pays. Combien de fois ils doivent se rencontrer dans une année? Combien de réunions sont prévues mensuellement? Ils doivent aussi définir la structure et le rôle spécifique de chaque membre, qui sera le président, qui sera le secrétaire et les autres membres. Et aussi un cahier de charges avec un temps, avec les dates bien précises pour les différentes étapes de la proposition. Et aussi, dans ce cahier de charges-là, il y aura la description des rôles et des responsabilités de chaque personne. Alors, chaque pays a ses propres réalités. Voilà pourquoi dans certains pays, il y a des groupes de travail. Il y a par exemple le groupe de travail qui est tout simplement sur l'identification ou un comité qui est général. Il y a le groupe de travail technique dans le renforcement des capacités. Il y a aussi la communication et la recherche des fonds. Il y a aussi le suivi et la participation un groupe de travail sur le suivi et la participation. La gouvernance et les différentes opérations dans le groupe national de coordination. Une fois le groupe est constitué, c'est à vous-même de choisir qui sera le président du groupe national de coordination et les secrétaires et aussi les différents membres. Qui va s'en charger des différentes rencontres, qui va convoquer les rencontres, comment elles vont se tenir, l'endroit et aussi quelles sont les décisions prises dans chaque rencontre. Et aussi une représentation et aussi une représentation dans le procédure de la prise de décision au niveau du groupe national de coordination. Une fois ce groupe national est formé, ils doivent entrer en contact avec le point focal régional qui doit les aider, d'abord premièrement pour créer les comptes et aussi dans la mise des informations ou des données dans la base de données mondiale des KBA. Donc, c'est à vous de choisir quel est le point de contact direct avec le secrétariat KBA en passant par le point focal régional dans la mise en jour des informations dans la base de données mondiale. Alors, quelques activités. Une fois déjà le groupe national de coordination est formé, vous devez établir le point de contact avec le point focal régional qui doit vous apporter son soutien technique dans la proposition de votre site.
Et aussi, le début de chaque évaluation d'un KBA dans un pays aussi, il doit être informé. Et l'évaluation des différents groupes taxonomiques sur lesquels vous voulez travailler. Il y a certaines personnes qui décident ou certains groupes nationaux de coordination qui se disent ils travaillent seulement sur le mammifère, sur les oiseaux, sur les amphibiens et aussi les aider dans les différentes questions avec le problème de délimitation lors de la mise en œuvre, lors de la mise en jour des informations dans la base de données mondiale des KBA. Et aussi commencer à organiser les formations et le renforcement des capacités des différents membres du groupe national de coordination pour généralement organiser les formations de 4 jours qui se tiennent dans chaque pays. Autre activité, c'est aussi l'évaluation et le suivi régulier des KBA, parce que les KBA doivent être réévalués entre 8 et 12 ans. Tous les sites, comme nous avons vu récemment pour le Cameroun, sont des sites qui ont été importés sur base de données de BirdLife et qui doivent être réévalués selon les critères et les standards KBA de l'ICER. D'autres activités du groupe national, c'est faire la promotion des KBA au niveau de la politique et aussi au niveau de la législation de chaque pays. La promotion de l'utilisation des données des KBA dans le processus de la planification de la conservation dans un pays et aussi dans le processus de la décision. Les suivis et l'évaluation du groupe national de coordination pour chaque membre et aussi sa composition, s'il faut ajouter d'autres personnes, mais aussi la coordination des différentes propositions de financement dans le processus d'identification des KBA et aussi allouer ces ressources-là pour ces sites qui n'ont pas été évalués. Le groupe national des KBA doit aussi produire un rapport annuel de toutes les activités sur les statuts des KBA dans leur pays. D'autres activités comprennent également la sensibilisation sur les menaces autour et dans les KBA qui ont été évalués dans le pays et aussi à la fin la sensibilisation si toute activité de communauté qui se passe à côté de ces aires, à côté de ces sites KBA. Alors, en résumé de ce qui concerne les étapes du groupe national de coordination, premièrement, c'est d'abord l'identification des principales parties prenantes dans la constitution du groupe national de coordination des KBA dans un pays. Ensuite, il faut organiser les formations, des renforcements des capacités pour que tout le membre des KBA soit informé. Tout le membre des KBA soit informé et ait l'information de la même manière et produire les termes de référence, établir la structure de gouvernance pour les différentes activités et aussi assigner les différents rôles à chaque personne et aussi commencer l'identification des KBA. Dans le processus de renforcement des capacités, c'est l'organisation de l'atelier des KBA qui dit généralement 4 jours par le groupe national de coordination pour former les nouveaux membres et aussi les différentes parties prenantes du groupe national de coordination. Et aussi, parmi les activités du groupe national de KBA, c'est le partage d'expériences dans d'autres pays. Comme nous avons dit, il y aura le partage d'expériences de M. Ménard lors de cette session. Alors, quels sont les résultats attendus après l'identification? C'est d'abord la mise en jour des KBA existantes dans un pays et pour le cas, c'est le Cameroun. Donc, à la fin de ce processus ici, tous les sites KBA du Cameroun doivent être réévalués et confirmés dans la base de données mondiale et aussi l'engagement des différentes parties prenantes, surtout le gouvernement, dans ces engagements dans le processus de la conservation de la biodiversité dans un pays.
Alors, voilà un peu ce qui constituait la présentation d'aujourd'hui. Je laisse la parole à M. Mena pour partager son expérience en tant que membre du groupe national de coordination de la RDC. Merci. Okay, merci Serge, hein, merci pour cette présentation très claire et structurée. Monsieur Ménard, bonjour une fois de plus. Vous avez la parole pour partager l'expérience de la RDC. Monsieur Ménard, Monsieur Bendé? Mon micro était désactivé, je pense que c'est à partir de chez vous. Bonjour, moi d'abord Serge, merci beaucoup. Donc, aussi, je ne suis pas docteur Bernard, moi je suis ingénieur. Merci. Merci, je suis ingénieur Bernard. Mais merci pour l'invitation. Ici, les NCGT a tout dit, quoi. Les rôles des NCGT, comment se constituer, mais je ne sais pas si je peux commencer par comment ça peut se constituer. Parce que pour faire les choix, qui les fait? Parce que l'NCG, on veut les construire, mais qui fait les choix? C'est ça la question. Nous, au niveau de la RDC, ce qu'on a fait, c'est VVF était porteur du projet et moi, j'ai été identifié comme coordonnateur du projet, l'identification des zones clés de la biodiversité. Et le directeur national de VVF a adressé une lettre aux institutions publiques de l'État, aux institutions de recherche, aux universités, aux associations et les ONG de conservation, de la société civile, au peuple autochtone, pour que chaque structure désigne un point focal qui pourra siéger au groupe national de coordination. Et ça a été fait chaque institution. Le ministère de l'Environnement chez nous, comme le ministère des Eaux chez vous là-bas, a désigné des gens. Les institutions de recherche ont désigné des gens, les universités, les ONG de conservation nationale comme internationale ont désigné des gens et l'NCG a été constitué. Et comme tu l'as dit, NCG, c'est comme on l'appelle le groupe national de coordination, qui donne des orientations du travail, qui fait le suivi des activités pendant l'identification et qui valide le travail fait par les experts. Donc, voilà les rôles que notre groupe coordination a joué, mais pour y arriver, pour contrôler, pour faire le suivi de tout ça, pour valider, il faut que l'NCG ait des notions d'identification de KBS. Comme tu l'as dit, il y a eu une formation qui a été tenue à Kinshasa pendant 4 jours, comme tu l'as dit, assurée directement par Andy Lepoupe, qui est le secrétaire général KBS, et Jeannot, à l'époque, ton prédécesseur, et moi-même, on a assuré la formation au groupe national de coordination pour qu'ils aient les informations, les notions, de faire le suivi de ce travail. Voilà. Mais pour moi, tu m'as demandé comment on a procédé à ces rôles. Moi, les rôles principaux dans notre pays, le rôle principal, c'était exactement ce que je viens de dire, donner des orientations de travail, faire le suivi et valider le travail des experts. Nous, au Congo, qu'est-ce qu'on a fait? On a le groupe national de coordination, mais on avait aussi constitué les groupes taxonomiques. Nous, ce n'était pas... Dans d'autres pays, ils ont travaillé avec les indépendants individuellement. Mais nous, au niveau de la RDC, on a construit des groupes taxonomiques. Et comme on avait 5 taxons, chaque taxon avait environ 10-15 experts. Et les présidents ou les coordinateurs de ces groupes de coordination étaient vraiment des scientifiques. Et je peux le dire, c'était des professeurs d'université, beaucoup plus l'université de Kisangani, parce que ici au Congo, pour tout ce qui concerne la biodiversité, l'écologie, vraiment l'université qui porte la voix, c'est l'université de Kisangani. Et nous, on avait 4 professeurs de l'université de Kisangani et notre professeur d'université ici à Kinshasa qui ont géré les groupes taxonomiques. Et ces groupes taxonomiques, quand ils finissent le travail, et, tout en utilisant la fiche multi-site proposal, qui est en Excel, ces données-là, cette fiche-là, on les amène au groupe national de coordination
pour que le groupe national de coordination valide ces informations. Et puis s'ils ont dit que tel site a rempli le critère A, B, comme tu l'as dit, A, B, A1, B, D, B3, le groupe national de coordination doit vérifier si réellement ce que les experts ont amené est totalement vrai. Et après la validation de toutes ces informations, c'est là où on envoie, où on entre, on commence à la proposition, et la proposition au niveau du groupe national de coordination se faisait par le secrétaire du groupe national de coordination. Et nous, au niveau de la RDC, le secrétariat du groupe national de coordination a été assuré par VVF qui mettait en œuvre le projet. Parce qu'au moins, la structure qui pilote le projet, qui met en œuvre le projet, a plus de mobilité, il peut entrer dans les sites, on peut lui donner l'accès, et il a été désigné dans notre groupe national de coordination RDC comme secrétaire du groupe national de coordination par les membres du groupe national de coordination. La présidence ou la coordination du groupe national de coordination était assurée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est une agence en charge de gestion des aires protégées ici au pays. Voilà en gros la RDC, comment on a procédé. Et ce travail, cette structure nous a aidé à identifier environ 42-43 sites jusqu'au moment où le projet était fini en 2024. Et le groupe de coordination fonctionnait jusqu'à ce moment. Mais maintenant, peut-être ce que je peux dire, c'est les leçons à tirer par rapport à nous qui avons commencé ces groupes nationaux de coordination et les autres pays peuvent en bénéficier. Le problème, c'est le groupe national de coordination. C'est une structure qui n'est pas payée. Il faut qu'on le dise. Il n'y a pas les moyens pour les sédentariser, pour les pérenniser. Et ça pose trop de soucis après le travail. Est-ce que cette structure va continuer à fonctionner normalement? Vous comprenez très bien que s'il n'y a pas de fonds qui assurent le fonctionnement d'une structure comme ça qui a été mis en place par le pays pour accompagner un processus, et après ça devient un peu compliqué. Il y a les structures sont là, les représentants des structures sont là, mais est-ce qu'ils seront actifs après le projet? C'est ça la grande difficulté qu'on a. Est-ce que ABA ne peut pas chercher à comment pérenniser ce genre de structure, parce qu'il y a, en dehors de l'identification, de la validation, il y a le travail après, le suivi, voir si les activités se font dans des sites qu'on avait identifiés. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas un petit soutien, c'est difficile que cette structure continue à fonctionner après le projet. Ok, merci beaucoup, M. Ménard Bendé, pour cette expérience et surtout la leçon apprise que nous avons tous écoutée. Nous allons ouvrir la session des questions-réponses, des échanges. Nous allons partir sur une série de 3, avec pour la première série, 3 questions. Nous encourageons les uns les autres de poser directement les questions, d'être vraiment bref et poser directement la question. Et si une question est destinée à un des présentateurs, d'être directement précis sur ça. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre la parole, vous pouvez aussi poser les questions par chat. Je vois déjà Monsieur Luc Mourabikwa, j'espère que j'ai bien prononcé, qui était la première personne à lever la main. Vous pouvez prendre la parole, vous présenter et vous poser directement vos questions. Vous avez la parole, Monsieur Luc. Merci beaucoup, Madame Christelle. Merci à la présentation de Monsieur Serge et aussi à celle de l'ingénieur Ménard. Je m'appelle Luc Lubunga Mourabikwa. Actuellement, je suis en Guinée. Je travaille pour la création des aires protégées. Je suis spécialisé dans l'engagement des communautés pour un processus participatif des aires protégées. Et donc, des questions. La première question, elle sera orientée à Monsieur Serge. C'est celle de savoir comment on procède pour identifier un pays. Parce que là, nous avons parlé d'abord pour identifier un site KBA, mais pour qu'un pays soit prioritaire et qu'il puisse bénéficier de cette évaluation, c'est quoi les critères pour sélectionner un pays? Et le financement, comment il est trouvé?
Et en plus, qui initie la demande? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est les ONG? Ça, c'est pour ce qui vous concerne, vous, Monsieur Serge. Et pour ce qui concerne l'ingénieur Ménard, je pense qu'il a répondu à une première partie de ma question. Les sites qu'ils ont identifiés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce qu'identifier, c'est une chose, mais assurer leur pérennité, leur intégralité, c'est aussi une autre chose à part. Alors, je pose quand même une question à son sujet. Est-ce qu'il y a, parce que je précise aussi que je suis membre du conseil d'administration d'INASBEL qui travaille aussi pour la préservation de la biodiversité à l'est du Congo. Et là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de partager, si vraiment c'est possible, les sites qui ont été identifiés au Congo à l'est? Parce que s'il y a des actions, les actions peuvent être orientées dans ces sites-là parce que c'est déjà une valeur, un résultat qu'il faut capitaliser. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Luc. Je suggère que Monsieur Martin pose sa question. Je crois que c'est la deuxième personne qui a levé la main. Et par la suite, Serge et Monsieur Bendé pourront répondre aux questions et avant qu'on ouvre la deuxième série de questions. Bonjour à tous. Merci, Madame Christelle, pour la parole accordée. Merci pour la présentation de Monsieur Serge et l'ingénieur. Moi, c'est Dari Martin, environnementaliste spécialiste de la faune. Je suis actuellement apprenant à l'ERAIF, École régionale post-universitaire. Ma question est de savoir, vu la demande exponentielle des populations sur la biodiversité, nous avons identifié depuis des années la disparition, la diminution de la biodiversité. Maintenant, quels sont les moyens que la société, si je pourrais appeler ainsi, KBA, quels sont les moyens que prévoit donc cette entreprise pour résoudre ce problème donc de la disparition de la biodiversité? Quels sont les moyens qu'ils ont mis en jeu à leur niveau? Là, c'est pour Monsieur Serge. Et ma deuxième question, c'est les ouvertures. Déjà, quand je me présentais, je suis apprenant. Est-ce que la société ouvre des stages pour accompagner les chercheurs dans cette logique de conservation de la biodiversité? Quels sont les accompagnements si possible? Merci pour la parole. Merci. OK, merci, M. Martin. Je suggère que M. Serge et M. Bendé vous répondent à ces deux questions. Et après, on donnera la parole à M. Elie et M. Célestin. OK, merci. Je commence par la première question de M. Lick. Premièrement, selon le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal de 2022, dans la tête de l'objectif 30-30 où le pays doit conserver au moins 30% de leur biodiversité, le KBA, c'est déjà le point principal pour atteindre cet objectif-là. Donc, pour dire comment un pays est identifié, c'est tout le pays au monde doivent évaluer leurs sites selon les critères du standard KBA. Parce que comme je l'ai dit, quand nous partons dans la base de données, tous les pays ont des sites qui ont été évalués avec les différentes approches. On peut prendre par exemple les 12 000 zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité qui a été faite par BirdLife. Ces données-là ont été ajoutées dans la base de données mondiale des KBA comme des sites importants pour la biodiversité. Mais ces sites-là doivent être évalués pour
répondre aux critères KBA. Donc, il n'y a pas vraiment de critères spécifiques pour choisir un pays, mais il y a un problème de financement pour ces activités-là, comme M. Mende l'a révélé. Alors, en 2022, il y a eu le financement de Bezos et Fund qui a choisi certains pays pour faire la réévaluation de leur site KBA. En Afrique, nous avions le bassin du Congo qui avait la RDC, le Gabon et aussi le Congo-Brazzaville qui ont bénéficié de ces financements-là pour faire la réévaluation de leur site. Alors, soit les secrétariats de KBA aussi peuvent financer la réévaluation des KBA dans un pays qui est en cours même. Au niveau du Cameroun, c'est le secrétariat de KBA qui a financé les activités au Cameroun et aussi au niveau du Kenya à travers BedLife qui coordonne ces activités-là. Et les organisations nationales qui ont reçu ces financements-là sont des partenaires directs de BedLife International et qui ont bénéficié de ces financements pour la réévaluation première des sites existants. Et comme nous l'avons aussi dit, l'un des rôles ou des missions du groupe national de coordination des KBA, c'est aussi la recherche de financement pour continuer la suite de la réévaluation ou de l'identification de nouveaux sites. Dans ce cadre-là, il y a aussi, par exemple, un financement qui va venir des CPF, qui va financer les 10 pays de l'Afrique de l'Ouest pour l'identification ou la révision de leurs sites importants ou de leurs sites KBA. Donc, si vous êtes, par exemple, je crois que la Guinée est dedans, mais il faut vérifier, il s'agit de quelle Guinée équatoriale ou Bissau. Mais ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest doivent soumettre leurs propositions au niveau du mois de juillet. Et s'ils reçoivent les financements, ils peuvent faire la réévaluation de leur site KBA. Et aussi, je voudrais terminer par le projet Bezos et Fund. Il y a un rapport qui a été produit par le secrétariat KBA de tous les sites qui ont été évalués lors de ces projets-là en RDC. Et cela peut être partagé via votre boîte mail. Ça, c'est la première question. Et Monsieur Mende peut répondre à la deuxième question du Monsieur Lick. Monsieur Mende. Merci Serge, merci beaucoup. Monsieur Lick, tu as raison, ils sont devenus ces sites. C'est une grande question qu'on doit tous se poser. Bon, dans l'identification et réévaluation des sites au niveau de la RDC, il y a eu des sites qui ont été réévalués ou identifiés et qui sont des aires protégées. Et les aires protégées sont déjà gérées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Donc, ces aires protégées sont, ces sites KBA sont pris en charge comme ce sont des aires protégées et sont gérés au quotidien. Mais maintenant, le problème, c'est des sites ou des zones qui ont été identifiées qui sont en dehors des aires protégées, où il n'y a aucune affectation là-dedans. C'est ça des sites où on a des soucis. Mais il y a des solutions parce que s'il y a quelques sites, il y a eu entre 8 sites comme ça, en dehors des aires protégées, et entre 3 ou 4 moments maintenant, il y a les communautés qui ont commencé à avoir les concessions des forêts communautaires. Donc, les CFCL au niveau de la RDC, ce sont des entités qui sont octroyées par l'État sous la demande des communautés et qui sont octroyées par l'État en perpétuité. Et là, il y a tous les outils de gestion de ces zones-là. Et c'est-à-dire dans certains KBS non air protégés, maintenant on est content parce qu'il y a les forêts communautaires, les concessions des forêts communautaires et les communautés les gèrent maintenant bien, mettent en œuvre leur plan de gestion, plan simple de gestion qui fonctionne et qui respecte la biodiversité et tout en faisant l'utilisation durable des ressources naturelles. Mais aussi, il y a d'autres sites, comme il y a les sites de Nord-Ubangi qui a été identifié. Maintenant, il y a quelques 2 ou 3 partenaires qui travaillent avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature pour créer une nouvelle aire protégée. Donc,
Voilà ce que ça fait. Mais du côté de l'Est, tu as raison, il y a, tu sais, la situation à l'Est du Congo, il y a quelques sites qui ont été identifiés comme Maïtatu, comme le Kuba, tout ça, qui sont à l'Est. Et là, vu l'insécurité, mais il y a toujours les gens des communautés qui font un peu des efforts à travailler là-dedans. Mais c'est comme ça que les rôles, comme l'a dit Serge, les rôles des KBS, quand on les identifie, c'est-à-dire, soit ils soient amenés vers la création des aires protégées pour que ça soit bien géré, parce que ce sont des zones, comme Serge l'a dit, des zones qui garantissent la persistance de la biodiversité. Et cette zone, quand on l'identifie, maintenant, au niveau national, les pays s'approprient pour essayer un peu de mettre autre chose qui garantit la conservation ou la pérennité de cette biodiversité. Soit vous avancez vers la création d'une aire protégée dans ces zones-là qui ont été identifiées mais qui ne sont pas affectées, soit vous avancez au niveau, ça je parle au niveau du Congo, soit vous avancez vers les forêts de concession communautaire, soit vous donnez, soit les privés aussi peuvent utiliser sous forme d'aires protégées privées et consorts pourvu que la gestion durable de cette biodiversité soit garantie. Voilà, en gros, c'est ça pour la question de Luc. Ok, je vais rebondir sur la question de M. Marthe. Quels sont les moyens que prévoit le programme KBA pour la disparition des espèces? D'abord, le projet KBA, c'est un programme, ce n'est pas une société. Alors, pour lutter contre la disparition des espèces, premièrement, c'est d'abord d'identifier où se trouvent ces espèces-là, où se trouve la biodiversité. Parce qu'au niveau des KBA, ce n'est pas seulement les espèces qui sont identifiées, mais c'est aussi les écosystèmes. Donc, premièrement, on cherche d'abord à identifier ces sites-là, le lieu où ces sites-là se retrouvent, où ces écosystèmes-là, qui sont soit en danger critique, en danger ou qui soient vulnérables. Et aussi, après l'identification de ces sites-là, il s'agit maintenant de la cartographie, de cartographier ces sites-là pour un suivi à long terme à travers le mécanisme national du pays, comme M. Mendel a dit qu'une fois que ces sites-là sont identifiés, sont cartographiés, le pays maintenant doit s'approprier de ces KBA-là pour la pérennisation, soit l'extension des réseaux d'aires protégées, soit la création des forêts communautaires pour la persistance des espèces ou des écosystèmes au niveau mondial. Donc, c'est ça un peu ce que le KBA fait. Le KBA, dans son programme, n'a pas un aspect de la gestion du site. Lui, c'est d'abord l'identification, la cartographie et la reconnaissance de ces sites-là comme des endroits qui possèdent une biodiversité unique, une biodiversité exceptionnelle et que ces sites-là doivent être conservés à long terme. Mais il revient maintenant à chaque pays de s'approprier de ces sites-là, de ces informations-là pour la planification nationale. Voilà même que le programme KBA doit aussi être inclus dans les stratégies nationales de chaque pays pour la valorisation de ces sites-là. Et la dernière question concernant les opportunités, pour le moment, le programme KBA n'offre pas des opportunités, n'offre pas des stages, mais lorsqu'il y a toujours des positions, ces positions-là sont partagées, sont publiées sur les sites des KBA et tout le monde peut candidater. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup. Nous sommes en principe à 3 minutes de la fin, mais vu les échanges sont très enrichissants, on va continuer à échanger. Je vois Madame Sambridi qui voudrait ajouter une chose. OK, you have the floor. Okay, thank you. Yeah, I just wanted to add a bit to what Serge was saying, because I think Serge mentioned target 3 of the GBF, but in terms of meeting some of the conservation goals, we also need to remember target 1 of the GBF, which is to include biodiversity information in country spatial plans.
because this can also help countries decide which areas they can develop or which areas are less biodiverse and therefore can be allocated for development projects, whereas some areas that have KBAs or are more biodiverse can be identified as priority areas for safeguarding, protecting biodiversity. The other things that I wanted to mention in terms of not about what the KBA Secretariat does, but how KBAs can support conservation apart from the GBA things, is if local communities are involved early on in the project or like conversations, then there might be greater commitment to conserve the forest or the land that they live next to. In terms of funding, there are donors who will specifically fund KBAs. So for instance, new protected areas that a country may designate for new protected areas to be funded by GEF, the Global Environmental Facility, it must be a KBA. And then there are also, to keep international actors in check, there are banks like the World Bank, for instance. All World Bank projects need to demonstrate mitigation hierarchy for areas that have KBAs. So for instance, they need to show that there is going to be no harm to biodiversity if the project is going to take place in or around an existing KBA. This is one of the reasons why it is so important to update or to conduct a comprehensive assessment and reassessment of KBAs in the country, so that when the World Bank or other international banks like these use the information, they have access to the most up-to-date biodiversity information for the country, because all countries have KBAs. The problem is some of them are outdated. So why are we will be protecting biodiversity in whichever areas, but rather than protecting areas that have low biodiversity and have very limited benefits, let's try to identify areas that actually have high biodiversity and are important areas, and then protect those areas. Yeah, I think that was the key things that I wanted to mention. Thank you, Serge. It was your response was on the point for KBAs, but I wanted to add a bit more about the next steps. Okay, thank you for that, Edie. Thank you very much for that, Edie. Thank you very much. With this additional contribution and information, now I think we can continue. C'est vrai qu'on devrait normalement déjà avoir clôturé à 11h, mais je vois qu'il y a quand même encore des questions qui sont importantes, qui viennent dans le groupe. Et comme nous connaissons aussi de faire comprendre l'importance de ce KBA et du National Coordination Group, nous allons poursuivre un peu déjà, à donner la parole d'abord aux deux personnes qui veulent poser la question. Je vois M. Célestin qui est là et M. Martin Ambassa également et M. Serge Kamga qui est là. Je vais donner la parole à M. Serge Kamga en premier. Par la suite, M. Célestin va prendre la parole, poser la question et M. Martin Ambassa prend la question. Je vous prie d'être vraiment direct et précis sur les questions que vous allez poser aux différents intervenants. Et après ces sessions, on pourra répondre aux questions du chat. Monsieur Serge, vous avez la parole. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Christelle. Bonjour à tout le monde. Bonne année à tous. Et merci à Serge pour cette présentation qui m'a éclairé un peu sur le processus pour classer une zone comme KBA et également la nécessité de passer à l'évaluation des sites KBA dans les différents pays de l'Afrique centrale, pour ce qui nous concerne. Alors, je voudrais simplement demander aux collègues de la RDC s'ils peuvent partager une expérience sur l'approche qu'ils ont mis en place pour évaluer les sites KBA dans le pays. Parce que c'est un besoin
crucial pour le Cameroun et on voulait s'appuyer un peu sur leur expérience. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Célestin, vous avez la parole pour poser la question. Hein. Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais deux petites questions. Je remercie d'abord le présentateur. Et la première question s'adresse à monsieur Ménard. Moi, je me demande, il a dit que non, le processus a été lancé ici en RDC et puis jusqu'à présent, ça s'est arrêté faute de financement. Ok, c'est bon. Mais il a dit encore que non, après là, il y a l'équipe coordonnatrice qui continue à fonctionner. Et je voulais savoir comment cette équipe fonctionne quand il y a problème de financement. Jusqu'à présent, et le projet s'est déjà arrêté bien avant. Et l'équipe continue de fonctionner jusqu'à présent. Et à Michangal, j'aimerais savoir, parce que M. Renard nous a donné un résultat un peu intéressant, l'identification de 42 à 43 sites. Est-ce qu'il ne peut y avoir pas moyen de relancer le processus pour que le travail soit achevé ou soit continu d'une manière appropriée? Qu'est-ce qu'il faut pour que le financement soit là, faire en sorte que le travail continue? Merci. Merci, M. Célestin. La dernière question qu'on va prendre pour ceux qui sont en main, c'est M. Martin Ambassa. Vous posez votre question et par la suite, M. Serge et M. Ménard pourra répondre. Bonjour à tous. Déjà, je m'excuse pour Oui. parce que j'ai raté le le groupe national. On a du mal à vous suivre, M. Martin. Allô? Allô? On a du mal à vous suivre. Hein? Voilà. Nous avons du mal à vous suivre, M. Martin. Ok. Je ne sais pas si c'est mieux maintenant. Allô? Oui, c'est nettement mieux maintenant. Merci. D'accord. C'est mieux maintenant. D'accord. Bonjour. Je disais, je m'excuse parce que j'ai raté les présentations, mais je tenais vraiment à participer, n'est-ce pas, à ces webinaires. Moi, je voudrais savoir, puisque l'un des rôles du groupe national de coordination, c'est n'est-ce pas, d'être un outil d'aide à la décision, n'est-ce pas, dans les pays pour pouvoir identifier ou bien évaluer, n'est-ce pas, les sites, ces sites-là en tant que KBA. Je veux savoir dans quel organisme ce groupe sera logé. C'est-à-dire, ce sera sous quel organisme au niveau du pays. Est-ce au MINEDEF, et maintenant, concernant les standards d'évaluation, qui sont les standards internationaux, probablement définis par l'UCN, est-ce qu'il n'y a pas une adaptation de ces standards au niveau national? Est-ce que les standards tels que définis au niveau international répondent aux réalités, n'est-ce pas, de chaque pays? Donc, voilà les deux préoccupations que j'avais à poser au présentateur. Merci. Merci beaucoup, M. Martin. Je peux commencer à répondre et ensuite M. Ménard va compléter et on pourra poser deux dernières questions qui sont dans le groupe du chat. Ok, je voudrais commencer par la dernière question de M. Martin. Premièrement, l'identification des KBA dans un pays révèle du rôle du ministère qui est en charge de la biodiversité. Et comme vous l'avez dit, dans les camps de la RDC, par exemple, c'était l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui était, par exemple, le président du groupe national de coordination. Mais cela est fait souvent par les 13 organisations partenaires du programme KBA. Et parmi ces organisations, il y a WF, il y a WCS et BirdLife International qui sont implémentées à travers plusieurs pays en Afrique. Et ce sont eux qui coordonnent les activités du groupe national de coordination si le fonds est venu de cette manière-là. Mais
pour que l'identification, pour que le processus soit fait au niveau national, le ministère en charge des parcs ou des réserves, ça dépend de chaque pays, comment vous le nommez, doit être informé et il doit savoir les activités qui se passent pour leur implication et aussi inviter d'autres parties à s'approprier de ces programmes-là ou de ces activités-là. Donc, c'est généralement à partir du ministère de l'Environnement ou de la Conservation de la Nature selon chaque pays. Après ça, il peut aussi avoir des organisations partenaires du programme KBA qui peuvent piloter l'activité sur le terrain, mais aussi il y a d'autres organismes nationaux qui reçoivent les financements comme le FODER, mais toujours en contact permanent ou direct avec le ministère de l'Environnement pour ce processus-là, parce que c'est un processus national et le pays doit être informé du début des activités de KBA et aussi à la fin, il doit y avoir un rapport qui doit être soumis au ministère pour savoir que dans notre pays, il y a eu la réévaluation des OTA des sites et OTA des sites sont validés comme des KBA pour notre pays. Et aussi, les standards KBA qui contient 11 critères, c'est une longue expérience qui a conduit à la mise en œuvre de ces critères-là pour identifier les sites à travers le monde, sachant les réalités de chaque partie du monde ou de chaque pays. Ces critères-là répondent à tout le pays, en fait, parce qu'il y a eu des exercices, il y a eu des ateliers de consultation, il y a eu des personnes venant de tous les horizons pour la mise en œuvre de ces standards à KBA pour l'identification. Donc, le même critère qui sont utilisés par les standards au niveau du Sénégal, là où je suis par exemple, doivent répondre aussi aux mêmes espèces ou aux mêmes écosystèmes dans un autre pays. Voilà pourquoi les standards sont reproductibles dans tout le pays pour l'identification en fait des KBA. Mais à cela, on a les standards qui sont international de l'ICN. Il y a aussi un autre processus qu'on cherche à produire les standards régionaux pour les pays. Donc ça, ce n'est pas encore mis en jeu, mais jusque-là, on continue à utiliser les standards KBA de l'ICN qui répond en fait pour tous les pays du monde. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. J'ai environ 3 questions. La première, c'est la question en rapport avec des collègues du Cameroun, en rapport avec l'approche qu'on a utilisée. Nous, on a utilisé l'approche, on avait le groupe national de coordination. Et si vous regardez de l'autre côté, le Congo-Brazza a mis dans les groupes nationaux de coordination, on met les conseillers de la présidence, les conseillers des primatures et consorts. Et ça a été un peu lourd pour réunir ces gens, même pour des réunions. Mais nous, au niveau de la RDC, nous nous sommes convenus de mettre que ces structures qui ont été identifiées comme membres du groupe identifient leurs points focaux des experts, qui sont même au niveau du ministère, les experts du ministère de l'Environnement du Madira, au niveau de l'ICCN, les experts, au niveau des structures de recherche, les chercheurs, au niveau des universités, les professeurs, mais qui sont des chercheurs. Nous, on n'a pas voulu mettre des politiciens. Sinon, ça aurait été un peu lourd pour les réunir. Et puis, vous imaginez, il faut qu'il y ait une formation sur les critères d'identification et les conseillers de la présidence, les conseillers du Premier ministre, c'est difficile. Ils n'ont pas tous ce temps d'apprendre les choses. C'est comme ça que le groupe national de coordination de la RDC a été constitué d'experts. Vraiment, les gens qui n'ont pas de grades, des ambitions, des grades politiques, mais plus les gens qui sont là pour bien travailler, des experts de quoi. Et en dehors de ça, on ne s'arrête pas là-bas. Parce qu'au niveau du Congo-Brazza, ils ont mis ces groupes de politiciens, mais aussi il y a eu un groupe soit de scientifiques pour valider le travail de terrain. Mais nous, on a dit, notre groupe, notre NCD conseil d'experts, et nous allons directement constituer les groupes taxonomiques qui vont s'occuper du travail de terrain. Donc, chaque groupe taxonomique, selon peut-être la faune, groupe faune, ce groupe
à leur coordonnateur et ils travaillent sur tous les critères, mais en rapport avec tout ce qui est fort. Tout ce qui travaille sur le plan, tout ce qui travaille sur les écosystèmes, on a fait ça. Et quand ces éléments, ces informations arrivent, compilées sur une fiche Excel, Serge a ça, je pense, où on appelait multi-site proposal. Ces sites, on compile toutes les informations. Et ces informations, on vient le vérifier et les valider au niveau du groupe national de coordination avant de mettre en ligne dans la proposition, parce que la proposition s'est faite en ligne dans une plateforme. Voilà. C'est notre approche. Et moi, je pense que ça a marché. Il ne manque pas de quoi, mais ça a marché parce qu'on est arrivé à identifier beaucoup de sites validés au niveau du secrétariat et au niveau du pays. Bon, la deuxième question du collègue, c'est, il a dit, vous avez identifié 42 sites, mais est-ce que non, le processus s'est arrêté et comment vous dites que l'équipe fonctionne? Je n'ai pas dit que le processus d'identification s'est arrêté. On est arrivé à la fin du projet parce que le projet était entre 2023 et 2024 avec le financement, comme Serge l'a dit, de Bezos, mais qui était passé par BDLife. On est arrivé à la fin du projet. Donc, on n'a pas arrêté le travail. On est arrivé à la fin du projet. Et à la fin du projet, on a identifié, réévalué, identifié environ 42 à 43 sites. Est-ce que l'équipe fonctionne? Non, les NCG existent, mais ça ne fonctionne pas parce que j'avais soulevé les leçons apprises ici, comment le fonctionnement de ça, il n'y a rien, comment il peut fonctionner, parce qu'il faut qu'il se réunisse, il faut qu'il mange, il faut qu'il paye les transports. Avec quels fonds qu'ils vont faire tout ce travail s'il n'y a pas de fonds qui suivent. Maintenant, le lobbying que nous, on est en train de faire au niveau national, c'est le ministère prenne en charge, mais vous connaissez nos ministères, ils demandent toujours un partenaire qui peut appuyer, mais l'idée, c'est que le ministère prenne en charge ces NCJ dans des réunions, peut-être qu'ils programment une réunion 6 mois, 2 réunions par an, juste pour voir comment l'évolution des sites qu'ils ont identifiés, si ce ne sont pas touchés ou empiétés par d'autres activités humaines. Bon, ça, je pense en disant ça, j'ai répondu au site, il y en a 42 sites, il faut relancer. Non, relancer le programme d'identification des autres KBA, ce n'est pas, c'est le secrétariat il nous trouve des fonds aussi, mais aussi au niveau national, si on a d'autres partenaires qui peuvent avancer dans ce sens, je pense qu'ils peuvent le faire tout en s'appuyant au groupe national de coordination, notre NCJ de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ménard. Je pense qu'on a brossé toutes les questions. Hein. On va prendre une question dans le chat, parce que les autres questions dans le chat ont déjà eu des éléments de réponse. Il y a une question en lien. Quel est l'organisme ou la structure facilitatrice chargée d'accompagner ce processus au Cameroun, à l'image du rôle joué par la BBF en République démocratique du Congo? Je suggère que le chargé de programme de FODER, Justin Landry Chekwa, réponde à cette question-là. Justin Landry. OK, merci Christelle pour la question du participant. Je veux déjà remercier Serge et Ménard pour leur partage, pour la présentation et le partage d'expérience qui nous a beaucoup aidé et qui va nous inspirer pour la conduite du processus au Cameroun. Déjà, je voudrais dire que FODER, avec l'appui de BERLAB et du secrétariat KIBIE, est en train de conduire le processus au Cameroun. Actuellement, nous sommes encore en phase d'information des parties prenantes pour que déjà connaître le standard KIBIE au Cameroun. Le mois prochain, on va faire une première réunion d'information des parties prenantes sur la mise en place du KIBIE. Et on va lancer les bases en s'inspirant déjà de ce que M. Ménard a partagé avec nous pour qu'on ne puisse pas tomber dans les mêmes travaux qui sont tombés, pour que en mettant en base le NDC, pour qu'on parte avec des bases assez solides. Et donc, on va au terme de cette réunion qu'on va organiser le mois prochain, on va mettre en place un groupe de travail qui va réfléchir vraiment sur
comment est-ce qu'on va mettre en place un DC au Cameroun pour qu'il soit vraiment efficace et pour qu'il joue son rôle. Et ce groupe de travail-là va désigner, on va essayer d'identifier les potentiels gens, personnes qui vont participer à la formation de 4 jours qui va être faite sur le Kibi, qui va être fait au Cameroun en fin février. Donc voilà un peu. Et nous sommes soutenus par ça, par le MINEDEP. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Ok, merci beaucoup, Justin Landry. Nous sommes rendus à 11h18. On a quand même ajouté, on va dire, 18 minutes sur notre timing. Merci déjà d'avoir permis qu'on arrive à ce thème-là. Je pense qu'on devait clôturer maintenant notre webinaire. Les gens pourront continuer après. Il y a Serge qui a partagé sa boîte email dans le chat. Pour ceux qui veulent bien avoir les documents ou alors poser encore davantage de questions, Serge est disponible à travers ses boîtes email qu'il a envoyées dans le chat. Merci une fois de plus à Serge Angali et monsieur Mena Bende et madame Samridi pour la qualité des contributions. On ne pourrait dire que merci pour l'appui technique du secrétariat KBA et également de Bell Earth International pour la mise en place de ce processus au niveau du Cameroun. Merci également à tous les participants et participantes qui ont accepté de prendre part à ce webinaire. Nous espérons que vous êtes sortis d'ici enrichis de beaucoup de données. Ce webinaire, comme l'a dit Justin, constitue une étape clé dans la structuration du processus de KBA au Cameroun et l'opérationnalisation du groupe national de coordination de KBA au Cameroun. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter une excellente fin de journée et un bon début de week-end aux uns et aux autres. Merci une fois de plus, Serge. Merci, M. Bende. Et merci.